Donc, écoute, aujourd'hui, on parle d'un film qui, je pense, qui a marqué l'année 2021. C'était clairement le film de l'année, selon moi. Absolument. Un film, quand même, 11 nominations. Non, 10 nominations aux Oscars, dont 6 victoires. Quand même, c'est pas négligeable. Un film, écoute, budget énorme, Hollywood, 165 millions de budget. Ce qui est le fun, c'est que pour la première fois au podcast, on parle d'un film réalisé par un Québécois, Denis Villeneuve. Yes! Un favori, clairement, du peuple québécois, de la populace. Ah, ben pas juste de nous, maintenant, c'est rendu assez international. Là. Ouais. Même, Ah, même après le dernier Blade Runner, ça avait quand même fait un hit, mais là, on est ailleurs. Je pense aussi un bon move marketing de sa part, ça a été de ne pas annoncer que c'était une partie de 2. Parce que, je sais pas si tu le savais, mais le Dune Part 1, on l'a seulement vu dans le film. C'était pas ses affiches, c'était pas dans le marketing, c'était pas dans le promo. C'est vrai. Fait que déjà, ça, je trouve que c'est quand même un gros coup d'annoncer comme un film comme étant une partie, mais t'annonces que c'est 2 parties rendues au cinéma. Quand même assez impressionnant. Ouais, clairement. Mais je pense que c'est un film Dune. Bon, à la base, c'est un livre, c'est plusieurs tomes. C'est clairement les favoris. Un favori, quand écoute, il a été fait plusieurs fois. Il a voulu être fait plusieurs fois aussi. Ouais. Finalement, c'est Denis Villeneuve qui l'a fait. Qui l'a refait en 2021. Là, au podcast, on regarde tout le temps un peu les notes aussi qui sont données sur les sites de référence comme IMDb. Ouais. Une note de 8 sur 10, ce qui est quand même très bon. Là. C'est beau. Ben 8 sur 10 sur IMDb, c'est difficile d'avoir plus que ça. Là. C'est très très bon, effectivement. Rotten Tomato aussi, que je trouve intéressant, c'est le fun. Nous autres, il y a 2 indices. Il y a l'indice de l'audience qui est à 90%. Voilà. Ce qui est, on voit clairement, écoute, c'est un film qui a été apprécié. Et 83% du Tomatometer. Ça reste à prendre et à laisser, parce que je te dirais, il y a des films de Marvel qui dépassent le rating de ce film-là. Pour moi, c'est une ineptie, ça fonctionne pas. Là. Mais c'est ça qui est le fun avec Rotten Tomato, parce qu'ils mettent le score de l'audience. Justement, souvent, les Marvel sont vraiment appréciés. C'est ça. Puis fait que ça se remarque dans l'audience. Mais le Tomatometer, je trouve qu'ils sont assez... Ils sont quand même, comment je pourrais dire, fair. Oh, ils sont intransigeants. Ouais, si ton film c'est une bouse, c'est une bouse. Ouais, point final. Vraiment. Ça me fait penser. Ça pourrait être cool de faire peut-être un épisode ou faire une petite analyse de comme c'est quoi les films qui ont une plus grosse différence entre l'audience puis le Tomatometer. Ça pourrait être intéressant, ouais. Ça pourrait être cool de voir. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de Dune de Denis Villeneuve. Je vous dis bonsoir, bonjour et bon podcast. Yeah. Jingle. Rajoutez au montage. Mais good, ben, en tout cas, merci. On est avec Philippe. Salut, enchanté. Mais écoute, merci de m'avoir accueilli. C'est ma première expérience de podcast. On espère que c'est pas la dernière non plus. Ça va dépendre. Vous direz dans les commentaires si vous voulez le revoir. Exactement. Soyez intransigeants. Si je vous tape ses nerfs, n'hésitez pas à me le dire. Mais non, je suis vraiment content d'être ici. Très content de parler aussi de Dune, qui est non seulement un de mes livres favoris, mais aussi maintenant un de mes films préférés. Je pense que j'avais énormément d'anticipation quand ça a été annoncé. Mon seul regret par rapport à ça, c'est que j'ai pas pu aller le voir au cinéma parce que ça a été sold out constant, malheureusement. Ah ouais, t'as pas vu Dune au cinéma. J'ai un petit setup surround sound avec un projecteur chez nous, donc c'était pas trop perdu, puis j'étais tout seul dans la salle, fait que c'est ça qui est le fun. Mais non, malheureusement, j'ai pas pu vivre cette expérience-là, c'est à mon plus grand regret, je te dirais. Parce que moi, je me souviin de Denis Villeneuve à son passage à Tout le monde en parle pour parler du film. Je sais. Puis il était comme... Allez le voir au cinéma, allez voir en IMAX, ça a été tourné pour ça. Je te dis, mon gars, j'ai tout essayé, man, d'acheter des billets à l'avance. C'était sold out, je pense, des mois avant. J'avais l'impression que c'était un petit concert de Radiohead. Ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, j'ose espérer que peut-être un moment donné, ils vont le ramener en salle juste pour le plaisir des gens. Ils le font avec Avatar, présentement. Ouais. Mais le pire, c'est qu'ils l'ont fait. Ils l'ont ramené 2 semaines après qu'il soit sorti et je l'ai encore manqué. Ah ouais, fait que pour le prochain, là, quand ils vont l'annoncer, je pense que je vais acheter mes billets 1 an à l'avance. Là. Je pense que ça serait la chose à faire. Ça serait la chose à faire. Parce que le prochain, parce que là, bon, là, on en parlait déjà au début du podcast, qu'il va sortir un 2, une partie de 2. Oui. Je pense que c'est 2024 qui c'est prévu pour ça. Le tournage était déjà entamé pendant qu'ils faisaient le premier. Là, ils sont quasiment à mi-chemin déjà dans le tournage. Ça devrait finir d'ici la fin 2023. Fait que 2024, probablement qu'on peut parler d'une sortie peut-être l'été ou l'automne 2024, je crois. Parlant du film, moi qui ai été un grand fan, qui a lu le livre, j'ai été vraiment agréablement surpris à quel point c'est un film qui était par un fan pour les fans. C'est du pur fanservice. Pour ceux qui ont lu le livre, il n'y a pas beaucoup de différence entre le matériel source et le film en tant que tel. Certaines petites choses qui ont été peut-être un peu moins eu de temps à l'écran.
mais c'était pas nécessairement quelque chose qui a gâché l'expérience du film, je crois. Comme quoi, par exemple? Pour ceux qui ont lu le film, le personnage du Dr. Yue, qui est celui qui trahit le Duc Leto, il était très low-key dans le film, on l'a presque pas vu. Je pense que la seule scène où on le voit vraiment, c'est au début quand il check Paul pour sa santé, ou il fait un check-up de santé ou peu importe, mais il parle presque pas, alors que dans le livre, il y a des pages et des pages, voire des chapitres de dialogue interne où genre comme tu vois son combat entre comme trahir sa maison et ses amis pour sauver sa femme, puis il est très déchiré par rapport à ça, puis je pense que ça a été très underplayed. Ce qui fait que le moment où il se fait backstab, le duc, ça a un peu tombé flat, je trouve. Parce que tu ressens pas réellement la trahison, parce que tu connais pas le personnage. Fait que t'es comme... vrai. Ok, ça fait moyenner dans le dos, mais ça n'a pas eu l'effet désiré. Je trouvais que ça tombait un peu flat là-dessus. Évidemment, bon, tout le reste après ça, je veux dire, les scènes de bataille, la facture visuelle aussi, puis les couleurs, moi j'ai adoré. Là. On oublie un peu ça, tu sais, fait que comme je compte pas vraiment, je compte pas ça vraiment comme une faute, mais peut-être plus comme un choix d'une manière de vouloir comme pas trop étirer la sauce, ni juste reproduire le livre, mais ça a quand même été très fidèle à ce que moi je m'imaginais en lisant ce livre-là, au niveau des décors, au niveau des vaisseaux aussi. C'était très fidèle à ce qui avait été décrit dans le livre à la base. Le livre, c'est combien de tomes, donc? C'est 2, 3? Le 2 tomes pour l'histoire principale, qui est l'ascension de Paul Atreides jusqu'à ce qu'il devienne le Messie qui libère Dune, etc. Après ça, on suit la vie de lui puis sa femme, de ses enfants. Je crois qu'il y a peut-être plus qu'une dizaine de tomes. On s'en va loin, là, vraiment. Mais l'histoire principale, c'est 2 tomes qui sont réunis en un livre. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu la moitié du premier livre. On va voir la deuxième dans la deuxième partie. Mais après la deuxième partie, ça va comme clore ce chapitre-là de l'univers de Dune. Je sais pas s'ils vont faire des films par la suite. Mais si on parle vraiment du matériel source puis de ce qui a comme fait le gros hit de cette série-là, puis ce qui a été inspiré, c'était vraiment les 2 premiers tomes. Ok, nice. Puis justement, si on parlait qu'il va y avoir un deuxième film, puis que c'était pas prévu, c'était pensé, mais c'était comme pas assuré qu'il allait y avoir un deuxième film. Puis comme ça n'a pas été long, le film est sorti, puis avec le succès qu'il y a eu, il était comme, ok, on fait un deuxième. Puis à cause de ça, justement, ils ont retiré des scènes du film pour l'en garder, des scènes clés, j'imagine, pour la garder pour le deuxième film. Pour regarder ça. Puis on parle du succès, là. Je l'ai pas dit au début, là, mais le profit mondial, là, c'est 397 millions. C'est sur un budget de 165 millions. Là. Gross profit. Ouais. Fait qu'un pas loin d'un demi-milliard de dollars, de plus que ça. Plus qu'un demi-milliard de dollars de vente. C'est fou, là. C'est incroyable. Puis t'en parlais de la trahison là, du docteur Yue. Ouais. On va en parler tout de suite. Là. Moi, je trouve que ça a été un des... Ça a été, quand je l'ai écouté pour la première fois, puis ça c'est arrivé, c'était la première fois que je t'ai fait genre boum. C'est comme un élément nice là. Puis je trouve que c'était vraiment bien fait parce que, tu sais, moi de mon point de vue que j'ai pas lu les livres, ce personnage-là était comme un peu layback, tu sais. Puis je trouvais ça cool comme il a l'air d'avoir un certain pouvoir, c'est un genre de médecin, on sait pas trop comment il fonctionne, mais genre il a l'air d'être capable de voir tes signes vitaux assez rapidement. Puis comme là il arrive avec la trahison du Duke, puis j'ai trouvé ça vraiment cool que comme oui il trahit, mais il fait tout ce qu'il peut pareil pour aider genre. Dans le sens qu'on peut comprendre pourquoi il trahit pour sa femme. Mais parce qu'il déteste ses Harkonnen autant que tout le monde. C'est ça, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Ouais. Puis, autant je pense que, étant quelqu'un qui n'a peut-être pas lu le livre, toi, ça t'a surpris plus. Moi, je le savais que ça s'en venait. Mais j'ai trouvé que c'était arrivé comme trop vite. Puis j'étais genre, oh shit, ok. Moi, ça m'a surpris. J'étais comme, Puis c'est énorme là, l'enjeu. Là, littéralement, ils se font attaquer. Cette scène-là, c'est fou. Là. Moi, j'aime ça dans les films où justement, les personnages principaux, les personnages qu'on aime se font défoncer. Là. Ils l'ont très bien réussi. Juste parlons aussi des espèces de boucliers personnels. Genre. Ça, j'ai adoré comment ils ont fait. Comme cool, même dans la bataille, dans les escaliers où c'est noir puis tu vois pas grand-chose, tu vois quand les boucliers deviennent rouges et qui ont été percés. Fait comme ça donnait une espèce de... Tu pouvais quand même suivre l'action de qui meurt puis qui prend des coups, qui bloque. C'est hot, tu te dis... Ils font ils font des voyages interstellaires. C'est comme la technologie est assez avancée. C'est comme on dit normal, tu sais. Je trouve que ça fait du sens que cette technologie-là soit là. C'est surtout quand tu compares ça à ce que David Lynch a fait dans le vieux de 1984, l'espèce de CGI cubique, on dirait des personnages de Minecraft. C'est tellement horrible. Là. Puis là, écoute, on va en parler. Là, gars, ils ont fait le premier film de Dune est sorti. T'as même pas été capable de le finir, toi. Hein? J'ai même pas été capable. Tu m'as dit de l'écouter.
Pour vrai, c'est affreux, là. C'est horrible. Sorti en 84 par David Lynch. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment dégueulasse, là. Puis c'est mal fait. C'est comme un... C'est 84. Le premier Star Wars, c'était quand? C'était 78 78. ou 77. À peu près. Les gens t'es habitués. Le premier Star Wars, tu l'écoutes, c'est comme... Ça gratouille un peu parce que t'es comme... Ok, c'est vieux, mais ça marche. Ça, c'est juste dégueulasse. C'est ça. Tu sais, quand tu sors quelque chose 6 ans ou 7 ans plus tard, alors que le standard CGI il était quand même déjà... Ou le standard des effets spéciaux, parce que Star Wars, c'était majoritairement des maquettes. Très peu de CGI. Ouais. Fait qui ont voulu un petit peu remplacer ça par la suite, puis faire en sorte que ça ressorte mieux à l'écran avec une technologie qui était même pas encore développée. Ça fait quelque chose de complètement horrible. Puis en plus, il y avait un bon line-up d'acteurs, c'est ça le pire, tu sais. Mais on parlait tantôt du fait que Denis a décidé de faire ça en 2 parties. Je pense que c'est ça un peu qui a tiré dans le pied à David Lynch, d'essayer de comme squeezer le matériel en 2 heures de film. Fait que c'est précipité. Il n'y a pas le temps d'installer l'intrigue vraiment, puis on survole un peu tout, puis il y a tellement d'affaires qui sont ridicules. Le baron Harkonnen est une espèce de comme gros bonhomme flottant, genre qui vole partout. C'est weird, pour vrai, c'est très bizarre. Mais juste pour dire que vous mettre en contexte de ce qu'on disait plus tôt, c'est justement les boucliers, qu'on peut les appeler les boucliers, là, tout simplement. Là. Dans le film de David Lynch, 1984, les effets spéciaux, puis sur YouTube, c'est présent, allez voir là, la comparaison des deux, là, c'est hilarant. Là. C'est littéralement les gens qui, quand le bouclier s'active, ils se transforment en bonhomme Minecraft. Là. Pareil, c'est exactement la même chose. Allez voir ça pour elle, c'est quand même puissant. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme aïe aïe, puis j'ai pas été capable de le finir, puis même dans le storytelling, j'avais de la misère à suivre. Je savais ce qui se passait parce que j'avais vu l'autre. T'sais. Je te mentirais pas que c'est sûr que ça a été le fun que tu l'écoutes, mais moi-même, je l'ai vu il y a longtemps, avant même que je lise le livre, avant que Denis Villeneuve fasse le sien. Puis je l'ai terminé. Mais j'ai réussi de le réécouter cette semaine, incapable moi non plus. J'ai décroché tellement rapidement. Surtout sachant que ça s'en va. Il n'y a pas de surprise de peut-être que le film va pick up vers la fin. Non, je sais exactement que c'est nul du début à la fin. Mais dans le fond, pas été capable non plus. Si t'écoutes ce film-là, tu dis que ça a été exclusé. Fait que dans le fond, lui, il a fait l'histoire au complet. Il a fait, c'est ça. Fait que techniquement, dans le fond, si tu l'écoutes au complet, tu te fais spoil. Exactement. Ah ouais, ok. Fait que je suis content de pas l'avoir écouté sérieusement. Là. Bon, on s'attend un peu à... Pardon, c'est moi comment ça va finir au niveau des enjeux. C'est pas... Okay. C'est sans être une histoire qui est prévisible. Mais j'imagine que du Messie qui va libérer le peuple des Fremen. C'est exactement vers là où on s'en va. Comment ça va se développer, par exemple, reste à voir. Je suis vraiment curieux de quel take Denis Villeneuve va prendre, quels éléments est-ce qu'il va inclure ou pas, parce qu'il y a des personnages vraiment intéressants qu'on n'a pas vus encore qui s'en viennent, dont le neveu du baron Harkonnen, qui est comme le méchant en fait, à part le baron. Ah ouais, ok, ben on le voit dans le film, lui. On le voit pas dans le film. Parce que c'est comme le bras droit du baron. Oui, lui, il meurt. Joué... Il meurt dans le film? Celui qui est joué par... c'est quoi son nom? Je me souviens, c'est pas un ancien lutteur, là, lui qui joue Drax dans non, lui, c'est pas son neveu. Lui, c'est son genre de lieutenant, genre. Ouais, capitaine. parce qu'il l'appelle oncle, à Mané le baron. Uncle, ça se peut. Fait que peut-être, je sais pas si c'est lui le neveu, mais... C'est comme, ok. En tout cas, fait que je pense que oui, il va y avoir des méchants qui vont revenir. Fait que c'est peut-être lui, dans le fond. C'est peut-être lui. Il est pas... Parce que je sais que dans le livre, on le voit vraiment plus tard. Parce que à la base, c'est comme la personne qui est supposée comme, prendre en charge Dune, c'est pas Dave Bautista, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ok. Puis là, ce gars-là, c'est lui qu'on voit quand il est sur la planète des Sardaukar. Les Sardaukar, c'est les espèces de guerriers habillés en blanc, là, ceux qui chantent en tibétain justement, sur la planète prison. C'est qui, eux autres? C'est juste une armée? C'est... dans l'histoire des Sardaukar, dans le fond, c'est leur planète, c'est un peu comme une planète prison. Où, genre, ils envoient des hommes pour, genre, comme grandir dans des conditions absolument impitoyables pour en faire, genre, les comme guerriers ultimes. C'est un peu comme les guerriers ultimes de l'empereur. C'est un peu là que tu vois la trahison... qui se rendent compte qu'ils n'ont pas juste été attaqués par les Harkonnen, ils ont été aussi trahis par l'empereur parce que il y en a qui reconnaissent les Sardaukar puis ils sont comme ok, ça veut dire qu'on s'est fait fourrer de tous les bords. C'est comme... Ils l'ont envoyé là. Ça, c'est ça qui est spécial. Qui se font envoyer sur cette planète-là. La famille du duc de Timothée Chalamet. Là, mais pour donner un contexte politique dans Dune, en fait, c'est parce que la maison des Atreides qui est comme
un peu, si tu veux, c'est un duché, dans plusieurs duchés dans la galaxie, puis eux autres, c'est un peu comme le fer de lance de toutes les autres maisons, tu sais, c'est comme Ok. eux qui pourraient mener une rébellion s'il y en a une. Fait en les envoyant sur Dune, l'empereur il se dit clairement que c'est comme ça va les amener à leur perte, c'est certain. C'était un peu ça le plan aussi, Ok. de Ok. s'en débarrasser pour pouvoir comme un peu éteindre la flamme de la rébellion. Pour prospérer finalement à Exactement. exploiter Dune au fond. Là. Ce qui est paradoxal dans l'histoire, c'est que c'est exactement ça qui trigger La rébellion. la Ben, rébellion finale. finalement, Ben, il c'est ça envoie qu'on voit dans les One, c'est ça qu'on voit dans les visions de Paul. C'est ça que Paul va vouloir éviter par la suite dans l'histoire. Parce que lui, il veut pas que les Fremen partent sur un djihad en son nom puis qu'ils commencent à juste comme brûler toute la galaxie. Tu sais. C'est, dans ses visions, tu vois, c'est un des chemins qui est possible, qui s'offre à lui à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il va le prendre? Je te spoil pas le reste, mais tu sais, on va le voir dans la deuxième partie. Ok, j'ai hâte de voir pour vrai. Parce que, bon, moi personnellement, le film pour vrai, je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça super bon. Moi, j'étais allé voir au cinéma tout seul quand il est sorti. Puis là, je l'ai réécouté en fin de semaine. J'aime ça que ça soit comme un peu lent. Tu sais, on est habitué à des films, tu sais, à la Marvel, tu sais, à la vraiment, c'est boosté, tu sais, aux stéroïdes. Je trouve ça, bon, c'est clairement des bons divertissements, c'est le fun, c'est super chargé, mais ça, il y a comme une qualité, je trouve, dans la production, dans la réalisation. Puis là, on parlait de l'image, de la cinématographie. La direction photo, je pense que ça, c'est un élément souvent qui passe un peu de côté dans les films plus grand public, alors que c'est tellement important. Puis dans des films comme celui-là, de vraiment prendre le temps d'installer des plans, puis de faire développer l'action, puis tu sais, comme tu crées une tension, tu crées un suspense, tu laisses le temps au spectateur de vraiment admirer le paysage. Je pense qu'une de mes scènes préférées, c'est quand les sœurs Bene Gesserit arrivent et qu'ils sortent du vaisseau. Puis la seule lumière qu'on a, c'est une lumière de d'eau. Puis avec l'espèce de grande toge, puis genre les costumes en plus qui n'ont pas d'allure. Moi, cette image-là, ça m'a marqué. Là. J'ai vraiment fait comme wow. Là. C'est vrai que ça m'a rentré dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est un des Oscars qui ont gagné, là. Ouais. Meilleure photo, là. Absolument. Direction photo, là. Mais c'était sûr qu'elle allait gagner ça. Là, c'est vraiment un bijou. Là. Juste pour ça, moi, j'étais gagné. Le film aurait pu être légèrement moins bon, que j'aurais quand même autant apprécié mon expérience. Fait en plus de tout ça, l'esthétique est incroyable. La soundtrack, c'est Hans Zimmer. C'est bon, man. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Ça, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Hans Zimmer, bon, c'est clairement un favori, là. Oui, mais il fait tout. Il fait Disney. Puis même bon, Le Roi Lion, le live action, la musique est comme wow. Vraiment. Puis justement, bon, il a gagné l'Oscar de meilleure musique pour un film, pour ce film-là. Savais-tu que c'était seulement sa deuxième victoire d'Oscar? Donc, sa première qui est Le Roi Lion, qui est sorti il y a 27 ans avant le film. Puis c'était sa 11e nomination pour ce prix-là. Puis il a gagné 2 fois. Puis c'est pour ça. Je pense que malheureusement pour lui, il a été associé beaucoup à des projets grand public. T'sais, on parle de Pirates des Caraïbes, Batman aussi. C'est tellement bon, les tunes de Pirates des Caraïbes. C'est très bon, mais je pense que le problème avec ça, quand tu veux vraiment te démarquer en tant que compositeur, c'est la musique va un petit peu être overshadow par le film en soi. T'sais. Ouais. Vois ça, mettons, t'es sur un panel de juges aux Oscars, tu ne verrais pas nominer le compositeur d'un film de Disney dans la course aujourd'hui. T'sais. Ouais, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben mettons pas Pirates des Caraïbes. On va se dire de même, autant qu'on l'aime beaucoup. Parce que tu sais, avec les nominés pour ce prix-là, il y avait Encanto, qui était comme un des films de Disney Pixar qui était sorti cette année-là. Oui. Fait que tu sais, puis c'est vrai que c'était bon, tu sais, puis c'est ça, c'est... Bon, Disney, il y a tout le temps des tunes, puis c'est comédies musicales au fond. Mais ouais, Hans Zimmer, tu sais, il est vraiment talentueux. Puis pour ce film-là, dans sa préparation, il est allé 1 semaine seul dans le désert du Utah. Nice. Pour comme s'imprégner des sons du désert, puis de l'ambiance, puis de la vibe. Je trouvais ça cool. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là par rapport au son, à la musique, c'est les tambours. Ouais. Moi, j'aime ça, ce genre de tambour-là. Là. Puis comme c'est tellement intense. Mais son approche, lui, envers la musique, j'ai écouté une entrevue puis un documentaire avec lui. Puis c'est pas un musicien de formation, ce gars-là. Non, c'est pas quelqu'un qui a un background classique ou qui a étudié en musique. Okay. Il a comme payé des jobs dans des studios, puis il s'est frayé un chemin là-dedans, puis il s'est trouvé comme un talent inné pour ça. Okay. Mais il y a tellement une approche envers la musique qui est vraiment plus comme émotion, image. Il y a vraiment une approche cinématographique par rapport à la musique, pas comme un compositeur de musique classique. Je pense que c'est ça qui fait sa force beaucoup.
lui, quand il compose quelque chose, là, si on pense au thème du Dark Knight, c'est 2 notes de trombone. Puis après ça, C'est vrai, pareil. il passe sur 2 notes, puis après ça, il va builder tout l'ensemble en arrière, des cuivres, des scies, mais c'est 2 notes de base. C'est juste ça. Il trouve ces 2 notes-là, après ça, il est comme parfait, on développe là-dessus, puis c'est vraiment juste ça dont tu as besoin. Je pense qu'il est capable d'aller faire quelque chose qui est très simple, mais efficace. Il est vraiment au service du film, là. C'est pas, je dis simple, mais ça reste très complexe en termes d'arrangement. Mais je pense que l'idée de base, c'est tellement percutant, surtout comme tu disais, les petites passes de drum dans le désert, débile. Les espèces de chants mongoliens en arrière, ça crée une espèce d'ambiance de comme tension tout le temps, tu sais pas ce qui va se passer. C'était très original. Il n'y avait pas grand chose dans la soundtrack ou même dans les musiques du film. Je pense à quand ils sortent du vaisseau puis t'as les cornemuses des Atreides, genre. Puis ils jouent une espèce de mélodie comme. C'est pas uplifting, mais c'est pas. Genre, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre comme musique. Mais c'est tellement bon. Hein. C'était écœurant. C'est tellement important la musique d'un film. Là, puis quand Hans Zimmer est dans ton film, c'est toujours positif, là, selon moi. Là. Mais ça dit que justement, il a tout enregistré ça chez lui. Ouais. Parce que c'était pendant le COVID. Fait qu'il n'a pas pu aller au studio. Fait que son équipe, ils ont comme bring le studio chez lui. Ben, j'imagine qu'il va avoir un pas pire studio dans sa mansion. Ça doit être probablement ça. Il vit pas dans un appartement studio. Non, là, ça m'étonnerait. Mais apparemment, c'est ça, j'ai lu qu'il vivait avec sa fille. Puis que sa fille était plus capable. C'était comme, je suis tanné, là. Il était comme lui, puis en plus, lui, il avait comme tendance à travailler, tu sais, à pas d'heure, là, tu sais, puis il était comme à 5h du matin, encore les gros drums, là. Mais pour moi, qui a déjà composé de la musique chez nous, beaucoup, genre, tu sais, si t'es mon coloc ou si t'es ma blonde, t'habites chez moi, tu vas entendre le même synthétiseur, le même arrangement 200 fois dans la journée. Ah, c'est ça, pour quelqu'un, tu sais, quand tu composes, t'es capable de zone out, t'es concentré sur ce que tu fais, mais pour quelqu'un qui est à côté, qui va juste faire répéter 4 notes constamment pendant toute l'après-midi, il y a de quoi s'arracher le feu de la tête. C'est sûr. Genre, oublie ça. Je peux comprendre qu'elle était plus capable à la fin, mais regarde ce que ça donne. T'sais. Au moins, ton coloc qui joue de la musique chez vous, c'est pas moi, c'est Hans Zimmer. Enfin, je pense que ça, c'était pas. Ouais, clairement. Mais moi, j'étais surpris de voir que le film a été tourné, il a tout été filmé en 4 mois seulement. Oh ouais. Ça s'est fait très vite. Très vite, là, quand même. Là. Il y a une grosse quantité de green screen aussi, même s'ils sont bien réalisés. De toute façon, je pense que c'est la réalité du cinéma aujourd'hui. Des sets de décors, on en a de moins en moins. Ouais. Du moins, ils sont très restreints. Si tes acteurs touchent pas ou marchent pas sur quelque chose, à la limite, même là, tu peux mettre des roches vertes puis on va les peinturer après ça en post-prod. Ouais. C'est vraiment pas un problème. Mais je pense que c'est la réalité du film aujourd'hui. Mais ça donne d'autres défis, ça donne d'autres libertés aussi. Puis ça réduit clairement les coûts de production. Tu regardes des vieux films, là, on parle, mettons, des années 50-60, là, où tu fais un film sur la romantique, puis genre, comme, ton set, c'est comme, faut que tu reproduises en live un quartier romain au complet. On parle de des années, puis des centaines de personnes qui travaillent là-dessus. C'est du travail, là. Là, tu peux tout skipper ça, puis c'est 4 gars derrière un ordi. T'sais. Je dis 4 gars, j'exagère. Là. Ouais, sur une grosse équipe. Une armée de au moins 1000 personnes qui font du VFX. Mais c'est sûr que ça te sauve énormément de travail. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé du film par rapport à ça, c'est que il y a énormément de VFX. Là. C'est 2000 effets spéciaux qui étaient faits environ. 80% c'est fou, là. de VFX, ce film-là. Mais ce que j'aime, c'est qu'on dirait que tu le vois pas dans le film. T'es submergé. On dirait qu'il n'y a rien. C'est vraiment grandiose. Les vaisseaux, justement, c'est énorme. Là. Honnêtement, tout est énorme, on dirait. Les vaisseaux sont gros, tout ça. Mais les vents des sables. Ça, j'ai vraiment hâte qu'on en voit plus parce que. Les vents des sables? Oui. Genre le worm? Ah ouais, ok, ouais, les vents des sables. On parle de Dune, on parle pas de Dune. J'avais compris le vent des sables. Je sais quand il y a une tempête, effectivement. Oh ouais, quand ils sont en train de faire le tour en copter, puis que tu vois l'espèce de gros. Le Spice Harvester se faire avaler par l'espèce de fucking grosse bouche qui s'ouvre en dessous. C'est tellement hot. J'ai tellement aussi. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Les gens qui disaient tu peux pas nager dans du sable. Puis dans le film, tu le vois, dans le fond, le verre, il émet une vibration qui fait que le sable devient quasiment liquide. C'est possible de faire ça. À certaines fréquences, tu fais vibrer le sable, ça devient presque du liquide. Puis tu le vois quand ils sont dans le sable, juste avant de réussir à rentrer puis de s'échapper, le sable il devient quasiment liquide puis il commence à couler dedans comme un sable mouvant. Ça, j'ai trouvé que c'était une touch vraiment nice pour venir comme donner du réalisme à du sci-fi. Il y a plein de petits détails comme ça qui ont rajouté, que je trouvais très cool. Justement, les verres des sables, je voulais te demander. Ouais. Bon, on n'en voit pas tant. Je pense qu'on en voit comme 3. Là. On en voit 2 dans le film.
2. 3, t'as raison, on Trois. en voit un Lui, à la fin. ouais. Bon, je veux parler du deuxième, où ce que justement, qui arrive face à face, dans le fond, c'est Paul, Ouais. puis sa mère qui se sauve de ce verre des sables-là. Puis là, il arrive, puis il sort, puis il fait comme le regarder, tu sais. Puis là, finalement, il s'en va. Puis là, elle dit, il a été rappelé. Il a comme été rappelé par quelqu'un, mais on sait pas, dans le fond. Ah oui, on le sait. C'est qui? À ce moment-là, non, c'est pas dans Pourquoi ce le bout-là. verre part, tu sais? Ben, je sais que, tu sais, ils vont comme se réfugier un peu sur une affaire de roche, pis ça, fait que j'imagine que le verre, il peut pas, tu sais, Ben, vois les ça attaquer comme là. ça. C'est pas un animal qui a des yeux non plus. Ouais, tu sais. Fait que ça chasse par les vibrations. ok. Ça sait pas ce que ça chasse non plus, mais c'est tellement gros que ça fait juste avaler n'importe quoi qui fait du bruit. Tu sais. Ouais. Fait que du moment que t'es sur une roche, c'est comme s'il te voyait plus ou il t'entendait plus. Tu sais. Ok. Puis, là, il Puis fait d'un autre comme- côté, il y a beaucoup de mystères autour de ces créatures-là. Les Fremen, tu sais, Ouais. genre, ils s'en servent de monture carrément. Ben, c'est ça, le troisième, le dernier qu'on voit à Pas la de fin. spoil non plus, mais il y en a dans la bataille finale. Ah ouais, oui, oh oui, my oui. God. Parce que c'est nice. Ça là. risque d'être assez légendaire. J'ai très hâte de voir ça. Là. Moi, c'est le genre d'affaire justement qu'à la fin du film, tu sais, quand tu vois quelqu'un rider le verre, tu sais. Puis je suis comme. J'ai adoré beaucoup le Nice. design des vers des sables aussi. Les dents qui font beaucoup penser à des dents de baleine, Ouais. de baleine à bosse. Ouais. Comme quand celles qui filtrent le plancton, genre, Ouais, tu dis, ouais. ah, tu sais, peut-être on s'en sert pour quasiment filtrer le sable aussi, puis Vraiment. juste comme garder la bouffe. Ça sort en je sais pas par où, tu sais, d'une façon ou Ouais. d'une autre. C'est Mais comme ça a quasiment l'air comme des cheveux, mais tu sais, en même temps, c'est parce que c'est tellement Ouais. énorme, tu sais, qu'ils ont l'air petits, mais tu sais, c'est hot. Les verres, là, en tout cas, j'ai hâte d'en voir plus de ça, là. Moi, j'étais un peu. J'ai été laissé un peu sur ma faim, par exemple, sur ce film-là. Par exemple. mais parce c'était que ça, mais c'était ça l'idée. Le film finit, pis t'es C'est- comme. ouais, Ah, mais tu sais, on c'est dirait ça que l'idée. c'est pas passé tant Mais grand-chose. c'est ça l'idée. C'est un film d'introduction. Je peux pas croire qu'ils se sont dit peut-être qu'on fera pas un 2, là. Et c'est sûr qu'ils vont faire un 2. Moi, je pense même qu'ils risquent d'avoir un certain gap. Excusez-moi. Ils risquent d'avoir un certain gap entre la fin du premier puis le début du deuxième film. Sans dire qu'il y a du filler dans le livre nécessairement, il y a quand même des parties où je pense que tu vas être obligé de couper un peu là-dedans. Ah ouais, ok. Oh oui. Mais j'ai Sûrement vraiment, des- vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le deuxième. Tu sais, déjà là, je pense que la barre est très haute au niveau, pas juste du VFX, du sound effects aussi. Je veux dire, juste le bruit des suspenseurs du baron Harkonnen quand il s'ouvre, l'espèce de... Ouais. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis le baron Harkonnen aussi, on peut-tu en parler? Il est tellement. Il fait peur en Il y a quelque chose. tabarouette, Hein. là. Il est comme dégueulasse, là. Il est comme dégueulasse, mais genre, quand il se lève de sa chaise, pis t'as comme genre sa robe qui fait quasiment genre comme, tu sais, 5 mètres de plus long, genre qui pend, c'est tellement hot. Puis, Ouais, c'était 7 heures de maquillage par Ah, jour ouais, pour, ben pour oui. son stock. ben oui. Mais il y a un fat suit, il y a plein d'affaires, tu sais. Puis justement, Villeneuve, il a vraiment pensé beaucoup là, avec son équipe à ce personnage-là parce qu'il voulait vraiment que c'est ça. Il Tu sais, était, qu'il soit ce ils qu'il l'ont doit vraiment, être, là. ils ont vraiment tapé le clou sur la tête, là. Puis tu sais comment il le décrivait en soi? Il Ouais. était comme. Dans sa tête à Villeneuve, c'était un rhinocéros dans un corps d'humain. Ça ressemblerait à quoi? Puis il essayait d'aller vers ça, tu sais. C'est intéressant comme, C'est quand même. c'est intéressant comme angle. Ouais, c'est Ouais. cool. C'est vrai qu'on dirait que. c'est Parce que un peu ça, dans tu le sais. livre, il est décrit comme étant quelqu'un de plus comme... tu sais, tu l'imagines un peu dans le livre avec beaucoup de bijoux puis beaucoup de, tu sais, Ok. de trucs extravagants. Puis je trouve qu'il a été vraiment plus comme neutre. Puis j'aime beaucoup la façon dont ils ont montré les Harkonnen aussi. Je pense qu'on le voit juste dans un shot, mais quand il arrive sur la planète, la planète mère des Harkonnen, Gedi Ouais. Prime, c'est l'espèce de ville en dôme toute noire, genre. Ouais, Tu sais, ouais. ça fait très méchant. Ouais. Ça, puis les Harkonnen sont tous chauds. Ouais. Oh. Oups. Excusez. Petit dégât ici en studio. Petite affaire. C'était grave. sûr, ça allait arriver. Ouais. Mais C'est pas stressant, on ramasse ça après. justement aussi, on continue à parler du baron. Une des scènes qui m'a beaucoup marqué dans le film, aussi au niveau esthétique qu'au niveau de l'histoire, évidemment, c'est quand le duc Leto il est tout nu dans la chaise. Ouais. Puis que là, tu le vois en plus, comme tu remarqueras, la caméra est derrière le duc Leto, puis le focus est sur lui. Puis tu vois le baron se lever, out focus. C'est tellement Ouais, c'est creepy, vrai que man. ouais. Qui flotte sur la table, puis qui arrive. Cette scène-là était incroyable. Quand ils viennent le chercher après dans la pièce, puis qu'il est rendu recroquevillé en haut Ouais. du plafond, un peu Ça, comme une c'est- espèce de bestiole, genre. Ah, comme on disait plus tôt dans le podcast, tu sais, justement, c'est ce docteur-là tu sais, qui trahit le Duke, mais qui lui donne quand même comme une molaire avec du gaz. Tu sais. Ouais. Ça, Mais j'ai trouvé ça en vraiment brillant puis cool. Puis là, c'est tellement satisfaisant quand tu te dis il va le faire. Il s'approche, puis
puis là, tu le vois mettre son bouclier. Finalement, juste avant de s'approcher, il met son bouclier, t'es comme, ah, c'est ça. Puis finalement, c'est le fun de voir que le gaz était fucking intense parce que tout le monde autour meurt. Puis cette scène-là aussi est très cool, puis ça montre à quel point le baron, même une fois que le duc il est comme drogué, tout nu, puis genre vulnérable, il a quand même assez peur de lui pour partir son bouclier pour être sûr qu'il arrive pas. Ouais. C'est wise. C'est très wise. Mais sinon, il serait mort là. Tu vois à quel point le baron il craint le duc à la base. Ouais. Puis... Mais pourquoi il craint le duc tant que ça? T'sais, comme on n'a pas tant de background sur le duc. T'sais. I guess, bon, ça a l'air d'être un leader. C'est un personnage plus grand que nature. C'est un leader. Puis il est très charismatique, il est très intelligent aussi. C'est un stratège né. Fait puis le baron Harkonnen aussi est un peu comme ça. Il est très machiavélique, mais il est très aussi intelligent. Ouais. Très, très intelligent. Tu sais, comme tout son scheme de les envoyer sur Dune puis de s'en débarrasser, ça a coûté puis ça prend des années. Là. C'est pas quelque chose qui a été fait sur un coup de tête. C'est pas comme... Il est loin d'être stupide. Très, très loin d'être stupide. Moi, quelque chose que je me posais des questions, c'est l'empereur. On le voit pas dans le film. On le voit pas pantoute. On le voit pas il a un rôle important. Mais il est très important, on va le voir. On va le voir, ok. Ouais. Tu le vois dans la version de David Lynch de 1984 parce que dans le livre, on en parle dès le début. Ok. Mais ça, on en parle en masse dans le film, on en parle tout le temps, mais on le voit jamais, t'sais. On va le voir éventuellement. On le voit comme indirectement à travers. Je pense que ça aussi, peut-être, c'est un choix de Denis Villeneuve de voir introniser le personnage peut-être plus tard. Parce que c'est du matériel quand même lourd que tu vas pouvoir utiliser pour le deuxième. Peut-être ça donne le temps de le travailler aussi. Là. 100%. Parce que tu commits là, à un certain point, si nous l'avait présenté déjà, et comme faut qu'il soit comme ça dans le 2. Mais tu parles de l'empereur, puis je voulais parler aussi du Dune de Jodorowsky. Jodorowsky est un très grand cinéaste que, fut une époque, on parle de là des milieux des années 70, même avant que David Lynch fasse le film. Lui était dans l'idée de vouloir faire un film de Dune. Puis le projet a fini par prendre une envergure complètement insane. Il était rendu avec Salvador Dali qui allait jouer l'empereur Padishah. George Orwell qui était supposé jouer le baron Harkonnen. Pink Floyd était supposé faire la soundtrack. H.R. Giger qui est le gars qui a designé Alien et les décors de Alien. Il était supposé designer les décors pour Jodorowsky. Jean Giraud, qui est Moebius, qui est un des plus grands dessinateurs de son temps. C'est lui qui a fait tous les designs des costumes, puis du artwork. Chris Foss, qui était le gars qui dessinait pour Isaac Asimov. Même chose. Il a réuni tellement de gros artistes pour un projet d'envergure qui avait aucun sens. Puis, quand on est rendu à vouloir acheter les droits aux États-Unis, c'est de s'être refusé parce que lui, il était dans le plan de faire un space rock opéra de genre 6 heures de temps. Puis on parle de milieu des années 70. Personne pensait qu'à l'époque, on allait pouvoir convaincre les gens de venir s'asseoir au cinéma pendant plus que 3 heures, tu sais. Fait qu'on a tous dit non. Mais finalement, tu vois ce qui arrive, c'est David Lynch qui a eu les droits, puis le film dure 2h15, mais maudit que c'est mauvais. Ouais. C'est de ça. Là à dire, est-ce que le Dune de Jodorowsky aurait été bon, on le saura jamais. Mais avec ça a influencé tellement d'affaires. Puis, tu sais, je veux dire, reste que faut quand même garder en tête que Jodorowsky, c'est un gars qui est très. Comment dire, il est très imbu de lui-même, il est très arrogant. Tu sais, my way or the highway. Genre, si on fait pas mon film, on fait pas le film pantoute. Puis, quand je te parlais tantôt de. Il a commenté sur le film de Villeneuve comme quoi que c'est prévisible. Puis que c'est de l'Hollywood tout craché, puis que c'est du film à gros budget, puis nanana. Il a même pas vu le film, il a juste vu le trailer. Puis ça donne la mesure du caractère du personnage de Jodorowsky. Il se donne même pas la peine de regarder le film. Quand il a voulu faire Dune, c'est à peine s'il a lu le résumé en arrière du livre pour pouvoir comme écrire son scénario. T'sais, pourquoi? C'est un personnage. Reste que c'est quand même un grand cinéaste. Si je pense à El Topo et The Holy Mountain, qui sont des films que je connais pas. C'est absolument à voir. C'est des films de répertoire aussi. Surtout El Topo, c'était un peu, lui, sa réponse au spaghetti western hollywoodien. Il était comme, moi, je vais faire mon spaghetti western, mais à ma sauce. 100% italien, fait que mais c'était très bon. Reste que je pense que c'est intéressant d'imaginer puis de penser ce que ce projet-là aurait pu être parce qu'il y avait tellement de personnes de talent qui ont participé là-dedans puis qui ont fini par aller travailler sur d'autres projets. Puis quand je pense à justement H.R. Giger qui a fini par aller travailler avec Ridley Scott pour Alien qui a fait un des personnages, un des monstres les plus iconiques du cinéma. C'était toutes des choses, des idées qu'il avait développées avec Jodorowsky avant que le projet tombe à l'eau finalement.
Fait que je pense que, tu sais, non seulement on parle de Dune de Denis Villeneuve, on parle tu sais, du flop de 84 de David Lynch, le livre Jodorowsky. Il y a énormément de gens dans le milieu artistique qui ont gravité autour de cette œuvre-là parce que c'est vraiment une bible de science-fiction, je pense, de son temps. Frank Herbert, il a vraiment écrit quelque chose de complètement hallucinant en termes d'imaginer vraiment un univers original. On n'avait pas vu ça avant. T'sais. C'est pas du sci-fi à la Star Wars, c'est pas du sci-fi à la Star Trek. C'est vraiment quelque chose de complètement différent au niveau des personnages, au niveau de la culture. Je pense qu'on en aurait beaucoup à dire et à explorer sur ce livre-là au niveau des philosophies puis au niveau juste des idées qui ont été véhiculées par ça. Puis encore aujourd'hui, la savoir à quel point ça a été repris dans toutes les... Exactement. Encore aujourd'hui, c'est repris par... Ça donne le goût de lire le livre. Il y a même eu un jeu vidéo. Je sais pas si tu savais ça, là. Dune 2000. Là, il y en a un qui est sorti, il y en a un autre qui est sorti l'année passée. Mais je pense que c'est le Remastered, je pense. Il y en a un qui a été annoncé à l'E3 cette année. Ah ouais? Open World Survival dans l'univers de Dune. Pourquoi T'as un teaser de 30 secondes en CGI. Il n'y a rien d'autre qui a été montré. Classique. On va avoir le premier démo de jeu peut-être dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais ça va passer au ça reprend beaucoup de popularité, je pense. Les ventes de livres, d'ailleurs, doivent avoir grimpé énormément depuis que c'est sorti, c'est certain. Oui. Le film est bon. Là. Ah, mettons, Denis Villeneuve, qui est vraiment un grand réalisateur. C'est le premier film qu'il a produit et réalisé aussi. Puis lui, c'est un rêve depuis qu'il est jeune, qu'il tripe sur les livres. Puis qu'il veut faire ce film-là. Puis s'il l'a pas fait plus tôt, c'est vraiment parce qu'il voulait vraiment pas le manquer, il voulait que ça soit bon, puis il voulait avoir l'expérience en film de science-fiction. Fait que bon, ses 2 derniers films, c'est Blade Runner. Ouais. Puis avant ça, c'était Arrival. Ou, The Arrival? The Arrival. Oui, ça aussi, c'était quelque chose. Fucking bon. Fait que il a fait ces 2 films-là avant, comme pour... Il y a des grosses influences, je trouvais, dans Dune qui me faisaient penser à The Arrival. Ouais. Les vaisseaux, le premier vaisseau qui land, ça faisait énormément penser à ça. Même aussi des espèces de gros transports intergalactiques, on dirait juste des gros tubes avec un trou au milieu, puis les vaisseaux sortent de là. Ça aussi, ça va être intéressant de voir ça. J'espère qu'il va développer un peu là-dessus dans le prochain. La guilde, qui est comme des espèces d'extraterrestres, d'humains devenus extraterrestres à travers le voyage intergalactique. C'est là un peu tout l'engouement des épices dans Dune. Ouais. C'est que ça te permet de voyager sur de longues périodes dans l'espace. Ouais, c'est ça, c'est comme la clé. Ça prolonge la vie, ça te rend quasiment super humain, tu sais, comme... C'est fou ça, puis justement, ça n'a pas été tant exploité dans le film. Je pense qu'il se réserve ça pour le prochain, ou même, écoute, à la limite, tu peux garder ça comme étant très mystérieux, tu sais, t'es pas obligé de tout expliquer, de tout être on the nose tout le temps non plus. Tout tourne autour de ça, tu sais, les épices, c'est la denrée, là, mais comme... Mais j'ai aimé comment ils l'ont représenté, parce que dans le livre, ils décrivent vraiment les vaisseaux de la guilde comme étant assez gros pour pouvoir, genre, déménager une planète, là. Donc, ok. Tu veux rentrer ta flotte au complet, puis genre comme ta maison, puis genre 2 millions de personnes, ça fit dans genre comme un compartiment quelque part parce qu'il y en a d'autres. Genre... Okay. Quelque chose que j'ai aimé aussi, c'est les vaisseaux. Les genres de vaisseaux insectes là, qui volent avec les ailes. Ouais. Je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était bien fait. Là, ça aussi, il l'a vraiment bien eu parce que c'est exactement comme ça qu'ils sont décrits dans le livre. Même, je pense, un détail qui était cool quand il part du ciel puis qu'il plonge, puis après ça, il curve puis il ouvre les ailes proche du sol. C'est vraiment exactement comme ça qu'une libellule se déplace. Ouais. Pareil. C'est genre, ça ferme ses ailes pour descendre, ça les ouvre pour planer après. Ça fait un peu l'effet comme d'un planeur, si tu veux. Là. Genre, tu prends de la vitesse en piquant du nez, puis après ça, quand tu ouvres, tu pognes l'inertie du vent, puis tu peux comme partir là-dessus. Ça, c'est un détail qui était très cool. Puis il y en a plein de détails comme ça dans le film. C'est comme le fun à voir. Vraiment. Ils sont le fun à avoir volé. Là. Oh, ouais. Ça a l'air le fun à conduire. Là. Puis aussi, une autre affaire que je veux qu'on parle, c'est Jason Momoa. Ouais, très belle performance. Très belle. Je pense que c'est probablement une de ses meilleures performances que moi j'ai vues de lui. Là. C'est un beau rôle. Puis il était le fun comme personnage. Je te dis tout de suite, il reviendra pas. Du moins pas dans le prochain film. Ben, tu sais, c'est ça. En tout cas, il meurt, là, si on le voit mourir, littéralement. Mais justement, cette scène-là, où ce qui meurt puis qui sauve, là, ça, j'ai trouvé ça nice. Là. Comme à quel point il n'y a aucune hésitation. Déjà, dès le début du film, Paul, tu sais, qui lui dit « Je te vois mourir dans mes rêves. » Puis il est comme... Tu vois que ça le touche. T'es comme « Ok, genre, ça va sûrement arriver. » Mais genre... Il le rassure, mais finalement, tu vois quelqu'un qui sait le temps de le faire, là, aucune hésitation. Il ferme la porte, met son épée sur son front. Puis comme la bataille est fucking satisfaisante. Là, il est le fun à voir se battre. Il en tue une coupe. Puis c'est cool que le dernier effort qu'il fait, il se fait comme tuer. Puis là, il est à terre, il s'est fait percer.
Puis là, les méchants sont comme en train d'ouvrir la porte avec le laser, puis là, ça empêche Paul puis ses amis de se sauver. Puis finalement, le dernier effort, dernier souffle qu'il donne en lançant 1, 2, 3, ça les permet de se sauver. Je trouvais ça cool. J'étais comme, Ouais. that's it, là, bon guerrier. Là, Solide. Oh non, satisfaisant, il était parfait pour le rôle. Pour vrai. Le personnage était bien représenté. Ouais. Puis j'ai hâte au prochain film. Il y a plein de personnages qu'on va revoir aussi. Nice. Pas de spoiler, encore une fois. En tout cas, ceux qui ont lu le livre, vous savez. Mais il y en a une couple qu'on va revoir, qu'on pense qu'ils sont partis, mais qu'ils ne sont pas. Ah ouais, ok. Jason Momoa, par contre, C'est fini, là. à moins, écoute, plus tard dans les livres de Dune, mais là on parle de genre dans plusieurs livres, il revient en cyborg. Mais Ah ouais, ok. ouais, mais ça arrivera pas dans le prochain film. Je pense pas qu'il va se servir de ce matériel-là, là, mais ça aurait été cool quand même. De tirer la sauce. Là. Exactement. Mais des non, lui on le barres, reverra pas. Il y en a plusieurs qu'on va revoir. J'ai vraiment hâte de voir les grosses scènes d'action parce que jusqu'à maintenant on en a eu mais pas vraiment. On en a eu pas beaucoup, mais il était nice. Là. C'est ça. Il était vraiment nice. C'est bon, les scènes de combat, c'est le fun de les voir se battre, là, autant ceux-là tout en blanc que les autres, c'est comme des ninjas. Puis même on voit aussi dans les visions de on de a Paul, un glimpse de la on voit les bataille encore avec un les peu. vers des sables, puis on le voit avec les yeux bleus déjà. Ouais, Fait que nice. ça, c'est sûr que ça va arriver. Mais tu sais, pour revenir sur la scène où justement, ils se font attaquer pendant la nuit, là, c'est tellement intense comme scène, là, puis comme, moi, on dirait que ça m'a... À l'intérieur du complexe, genre. Ouais. Ouais, surtout quand ils descendent, comme ils ont l'impression qu'ils flottent, genre. Puis comme la scène Ouais, est comme ouais, semi c'est au vrai. ralenti, fait que c'est vraiment plus comme dramatique comme ton. Oui, c'est vraiment venu me chercher parce que, tu sais, genre, le général, il se fait réveiller, là. Genre, tu sais, le général de la famille des Dukes. Ah, là. ok, toi tu parles du temple. Tu Ouais, parles de ça, l'attaque sur le complexe ok, avant qu'il meure. Ouais. Puis là, il arrive, là, puis comme, moi, ça m'a vraiment été me chercher la fait de comme, qu'est-ce que ça me tenterait pas? Genre, tu te fais réveiller, vous êtes en train de vous En faire, plein milieu de la nuit, t'es en train quand de vous faire défoncer, là, ça explose de partout, t'as rien à faire. ça fait partie du métier, là. À un moment donné, Oui, c'est mais tu sais, comme... là, ils se mettent à courir dans genre le gros parking, genre, comme s'ils se battent avec des bâtons, tu sais, t'es comme, asti que ça doit pas te tenter, là. Tu te lèves pour te faire défoncer, t'aurais le goût d'abandonner direct. C'est un cool mix, je trouve aussi, tu sais, comme tu penses à un film de science-fiction, tu verrais plus le monde se battre avec des guns laser, genre. Ouais. Puis pourtant, tout le monde se bat à l'épée ou presque. C'est vrai. Même comme le seul laser qu'il y a vraiment, c'est celui, l'espèce de gros laser bleu qui peut comme tout couper, tu sais. Parce que pour le reste, tu le vois aussi dans le film, puis il en parle dans le livre, c'est comme un espèce de sci-fi, mais il se tire dessus encore avec des obus puis de l'artillerie, genre. C'est quand même très hot comme idée, genre, comme l'idée que comme les guns laser puis tout ça, c'est pas... Ça fait pas partie de la technologie ni comme de la culture, malgré le fait qu'ils ont des boucliers, genre, comme de force field, de whatever the fuck. T'as comme un mélange des deux. C'est très cool. Que je trouve que, genre, même si on est dans un univers de science-fiction futuriste, ils se battent encore avec des épées. C'est comme la méthode de combat, c'est comme, tu sais, on s'entraîne à l'épée, genre, tu t'entraînes pas à tirer du gun, là, tu sais. Ouais, c'est ça sert à rien, là. Puis je pense qu'il y a un petit gars d'amener qu'on voit, ben, justement, que c'est les Fremen qui l'ont, là. C'est à la fin quand Paul arrive puis il fait tu l'as au début aussi, me semble. Ouais, au début aussi, tu sais. Début. Ça, j'ai trouvé ça cool, justement, l'intégration de Paul chez les Fremen, là. Justement, quand il est à la fin avec sa mère, puis là, il se ramasse. Mais c'est leur messie, même. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, eux autres, ils le voient, sont comme, il y en a plein qui c'est comme mitigé, tu sais. Il y en a qui sont comme, c'est pas lui, il y en a qui sont comme, ah, c'est sûrement lui. Puis là, ils font comme l'accepter, tu sais. Je trouve ça cool, tu sais, c'est le fun les dialogues qu'ils ont aussi, là. T'sais, il dit, donne-moi le gun, genre, tu vas l'avoir quand tu vas en avoir un quand tu vas, genre, l'avoir mérité, tu sais. Puis, je trouve ça cool. Puis, tu sais, Zendaya, qu'on voit là, tu sais. Qui est un personnage très important, qui va être probablement genre comme le deuxième personnage le plus important dans le prochain film. Okay. Je pense que ça l'est gardé pour ça. Mais c'est... Parce qu'on la voit presque pas, tu sais, en soi. Je suis sûr qu'il y a eu bien du monde déçu. Mais c'est gardé. Je pense que c'est gardé beaucoup de matériel. Genre, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses qui a tourné, qui a fini par décider, ok, non, je vais garder ça comme... mon ace in the hole, genre ma carte, comme je vais avoir plus de wow factor dans le deuxième film. Je pense qu'il a vraiment décidé de monter ce film-là comme étant comme une prémisse, un prologue, genre, tu sais, comme un build-up à quelque chose qui va vraiment comme exploser. D'après moi, le deuxième, ça va être vraiment spectaculaire. Je voulais faire un petit jeu avec toi, quelque chose qu'on fait tout le temps au podcast. Ça s'appelle c'est 2 rôles décision. Fait que je vais t'offrir 2 rôles. Puis tu choisis lequel tu voudrais faire. Mais là, pas en tant qu'acteur. Vraiment, comme tu vas incarner cette personne-là, tu sais, jusqu'à la fin de tes jours. Là, vraiment. Si tu avais à choisir qui tu serais entre ces 2 rôles-là, ben, tu choisis lequel. C'est bon que j'ai lu le livre parce que... Mais tu vois, j'ai pris 2 personnes qui meurent dans le film. Ah bon. Au moins, parce que des fois, je prends quelqu'un comment je vais mourir, finalement? C'est ça, un peu plus. Fait que si tu pouvais être soit le Duncan, donc le personnage de Jason Momoa, oui, ou le Duke Leto.
joué par Oscar Isaac. Qui tu prendrais? Tu sais, sachant que Jason Momoa il est comme vraiment cool son personnage, mais tu sais, bon, le Duke, c'est le Je Duke. dirais là. Duncan. Peut-être pas par rapport à la mort, mais par rapport au fait que tu es plus un homme d'action. Je pense que tu sais, tes aventures sont plus trépidantes que tu sais, les responsabilités d'être un duc, puis d'être un meneur d'hommes, puis de comme devoir tu sais, gérer un état, puis une planète. Ça doit pas être reposant versus faire du vaisseau, puis me taper sa gueule, puis me saouler, tu sais. Ouais. Ben ça, on le voit pas non plus, mais c'est un bon buveur, là. Ah ouais, ok. Oui, parfait. Je pense que je vais prendre Duncan. That's it. Ouais, moi aussi, ça serait lui, je prendrais. Surtout que tu sais, il arrive sur la planète Dune comme avant les autres, tu sais, avec comme l'équipe qui vont au début. Ouais. Puis il est allé voir les Fremen, puis il est allé justement dans les. Je me souviens plus comment il l'appelle, là, mais le cité sous terre. Là. Ah, c'est Tu sais, il a visité ça, puis il est comme, tu sais, il en parle un peu. Siège, quelque chose de même. Ouais, c'est quelque chose de même. Puis ça, justement, tu penses qu'on va le voir? Oui, Dans le oui, deux? c'est On sûr va que rentrer oui. là? C'est Nice. sûr que oui. Ça fait partie intégrante de l'histoire, puis autant qu'il y a des bouts que tu vas devoir skipper, il y aura comme pas le choix il y a des scènes trop importantes que tu peux Ok, pas inclure dans le prochain film. good. Fait que, hey, je trouve qu'on a fait le tour. Pas mal, ouais. Je trouve que c'était intéressant pour elle, c'était nice, Ben c'était ouais, un bon merci. film. Mais merci de m'avoir invité, c'était cool. Puis, yes, ben écoute, ça fait plaisir. Puis, merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté Merci, ça. guys. On se dit qu'on se voit la semaine prochaine dans un autre podcast. Prochain Dune. Prochain Zoom, peut-être. There we Oui, go. certainement. Je vais te réinviter pour le 2. Parfait, On va let's le go, faire. on fait ça. Good. Fait que bonne journée à tous. Ciao, guys, merci.